très heureux d'accueillir les deux candidats, M. Arthuis et M. Jadot, qui sont aujourd'hui avec nous. Et rien que pour ça, je vous demande de les applaudir pour leur présence. Monsieur le ministre, monsieur le député européen, vraiment, très franchement, merci d'avoir accepté de partager cette question importante qu'est l'Europe avec nous. Vous savez bien que pour nous, chefs d'entreprise, une grande partie de vos décisions impactent le développement de nos entreprises et nous sommes très sensibles à ces questions. Et c'est Vincent Simoneau qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui et je lui passe la parole tout de suite. On va aborder la première thématique, si vous le voulez bien, celle du transport et de l'aménagement du territoire. J'ai demandé à Guillaume Rouet, que j'ai vu tout à l'heure, de venir sur scène. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, messieurs les candidats. Donc, au nom de la commission aménagement du territoire de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, je vais aborder donc avec vous la problématique des transports. Et d'ailleurs, va s'afficher une carte qui est à l'échelle, d'ailleurs, géographique, qui n'est pas anamorphosée, parce qu'on aurait aussi pu la présenter de manière anamorphosée, qui aurait donné encore une autre dimension à cette périphicité qui est la nôtre et à ce désenclavement nécessaire pour la Bretagne. Donc sur cette carte apparaît le grand projet ferroviaire et multimodal pour le futur et qui donne effectivement une traversée de la France en diagonale sans que soit irrigué ni l'ouest de la France, ni le centre de la France d'ailleurs de manière générale. Et donc notre problématique de distance et d'éloignement et par le fait même de capacité à changer quelque part de politique en matière de transport se trouve évidemment largement handicapée. Non seulement pour les problématiques de coût, mais encore pour les problématiques d'efficience. Je prends par exemple l'agroalimentaire allemand qui est relié directement par rail jusqu'à Moscou à minima et aujourd'hui un train qui pousse jusqu'à Shanghai, ce qui permet effectivement à nos compétiteurs allemands de transporter du fret jusqu'aux confins de la Chine, alors que nous ne pouvons, nous, par la voie maritime évidemment, que transporter du congelé. Et chacun sait la différence de prix qu'il y a entre le congelé et le frais. Donc nous perdons deux fois. Une fois en coût et une fois, évidemment, en valorisation de nos matières premières. Et la question est la suivante. Comment envisagez-vous votre action pour redonner donc de la compétitivité à notre région, tant en matière de transport qu'en matière de politique d'aménagement du territoire, et en tous les cas avec ce focus transport. Merci. On va peut-être demander à M. Jadot, vous êtes déjà dans la place, si l'on peut dire, sur ces problématiques de transport et c'est vrai que cette carte, elle est parlante. Hein, là, tout l'Ouest, et cette circonscription pour laquelle vous êtes tête de liste, n'est pas du tout desservie, n'est pas du tout irriguée. Incontestablement, aujourd'hui, l'enjeu est moins de savoir quels sont les transferts de souveraineté à avoir depuis les États-nations jusqu'à l'Europe que de construire une souveraineté partagée qui a un sens du point de vue de son efficacité. Et c'est évidemment la question aussi des transports. Bon, ça a été dit, les enjeux de périphicité, le fait qu'il y a 30% de coûts de transport en plus liés à l'éloignement, le fait que les réseaux ne se sont pas développés correctement au niveau français d'abord. La Bretagne particulièrement est une des régions où finalement le transport de marchandises par ferroviaire est l'un des plus faibles de France. C'est un problème. Donc on a un enjeu là très clair de développement du transport par rail. Vous savez, on s'est beaucoup battu au niveau du budget européen pour qu'il y avait le nouveau grand chapitre budgétaire européen, c'était les interconnexions européennes. Les transports, les télécommunications, l'énergie. C'était vraiment ce qui était la déclinaison de l'objectif de la politique européenne Horizon 2020.
d'avoir une économie européenne interconnectée, une économie européenne durable et une économie européenne de l'innovation et de la croissance. Le problème, c'est que vous avez vu que le principal budget qui a souffert de la réduction du budget européen pour l'exercice 2014-2020, c'est le budget des interconnexions européennes. Donc on a énormément réduit notre capacité à interconnecter à tout point de vue. Ils peuvent faire quoi, les futurs députés de la circonscription ouest, pour que cette carte elle évolue un peu? Parce que c'est une région qui va s'appauvrir, tellement elle est loin de tout ce qui est un peu fertile dans l'ouest. Focaliser, faire en sorte que les budgets européens qui vont être alloués soient des budgets qui s'intéressent prioritairement aux régions les plus périphériques. Hein, c'est aussi un sujet sur l'énergie. C'est toujours les questions périphériques qui sont normalement privilégiées. C'est ce qu'on pourrait éviter ce qu'on appelle les îlots énergétiques. Il faut éviter les îlots en matière de transport, mais surtout, en même temps, je veux dire, peser sur la politique nationale française, parce que c'est là que se jouent aussi tous les schémas d'investissement en matière d'infrastructure. On a vu les évolutions récentes et on voit combien de projets sont supprimés et qui remettent en cause, je veux dire, la capacité de régions comme la Bretagne et d'autres de sortir de l'enclavement. Jean Arthuis, ça vous inspire quoi cette carte? Alors vous êtes juste dessous, vous n'avez peut-être pas la vision si vous la voyez quand même, si. Mais elle est très parlante. Le problème du ferroviaire est un vrai sujet en France, pour des raisons que chacun connaît. Mais enfin, il y a là un potentiel qui est en train de s'amorcer. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le problème de compétitivité n'est pas seulement lié au problème d'enclavement relatif du Grand Ouest. Lorsque je compare le prix d'une heure d'ouvrier dans un abattoir de porc en Mayenne avec le prix de l'heure d'ouvrier dans un abattoir allemand, c'est pratiquement 10 euros de l'heure. Et sur une année, c'est plus de 10 millions d'euros. Voilà qui nous pénalise quelque peu. Donc le vrai sujet européen, c'est la convergence. Je pense qu'on est allé trop vite dans l'élargissement de l'Union européenne. Maintenant que l'Union est à 28, je crois qu'il faut arrêter d'aller plus loin et surtout faire converger nos fiscalités, nos prélèvements sociaux et notre droit du travail. C'est ça le grand enjeu aussi pour retrouver de la compétitivité. Je pense qu'il va falloir revoir le mode de fonctionnement de l'Union européenne et faire émerger des projets qui soient supranationaux. Et s'agissant des transports, les interconnexions sont certainement des priorités absolues. Le principe même de l'Union européenne, c'est la libre circulation. Et donc, la priorité, c'est de faire en sorte que cette liberté ne soit pas hypothéquée par des distances excessives à la périphérie, et donc de trouver un moyen de péréquation pour gommer les désavantages liés à la périphérie. Voilà autant de questions qui ont émergé. Les régions peuvent-elles financer seules? Et peut-on penser à un corridor transversal? Bien sûr. Vous dites qu'il va exister avec l'ancienne ligne. L'ancienne ligne constitue vraiment le corridor privilégié pour du ferroutage. Si vous voulez, la difficulté qu'on a, il faut quand même se dire les choses. La priorité de la SNCF depuis pas mal d'années n'est pas le ferroutage. La priorité de la SNCF, c'est plutôt de mettre dans des camions que de faire du ferroutage. Étonnamment, la SNCF gagne beaucoup plus d'argent avec le transport par camion qu'avec le ferroutage. Donc on a aussi, on a eu des blocages dans notre schéma de développement du ferroutage, notamment qui était un des chantiers très importants du Grenelle de l'environnement, le développement du ferroutage. Et puis, une des dérives contre lesquelles il va falloir se battre. Alors, Jean Arthuis a raison, je veux dire, il faut faire attention à l'harmonisation fiscale européenne, notamment sur les carburants. Mais le principal problème qu'on a dans cette partie de l'Europe, c'est le Luxembourg. C'est pas la Belgique. Enfin, je veux dire, le gazole n'est pas moins cher en Belgique. Faut pas raconter d'histoire. En revanche, on a un problème avec le Luxembourg, parce que le Luxembourg est un paradis fiscal à tout point de vue, y compris sur les transports. Et vous avez des camions qui font 150 km
pour aller faire le plein au Luxembourg. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles l'Alsace souhaite depuis longtemps une harmonisation fiscale avec les pays alentours pour éviter que les camions contournent les pays de la façade de notre frontière orientale par l'Alsace et viennent, d'une certaine façon, endommager et nos infrastructures et polluer dans cette région-là. La dérive qu'il va falloir éviter aussi, c'est les grands projets qui absorbent l'ensemble des financements européens. Vous savez, par exemple, qu'il y a ce grand projet Lyon-Turin. On en pense ce qu'on en veut de ce projet. Mais quand le projet est évalué aujourd'hui entre 30 et 35 milliards, qu'il est vendu comme, vous savez, ces grands projets européens, non, je veux dire, c'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. Y compris parce que vous avez pas mal d'opérateurs dans des régions qui veulent développer des autoroutes de la mer entre l'Espagne et l'Italie, notamment pour éviter que les camions espagnols utilisent le territoire français, engorgent nos infrastructures. Donc il y a des enjeux qui seraient plus adaptés, d'une certaine façon, beaucoup moins coûteux, qui pourraient faire tourner, y compris les chantiers de Saint-Nazaire, sur les barges des autoroutes de la mer. On sait qu'il y a des développements aussi de ce point de vue-là pour éviter l'engorgement des routes. Mais si le budget européen consacre la moitié de ses investissements en infrastructure sur le Lyon-Turin, c'est toutes les autres régions européennes qui seront, d'une certaine façon, dépourvues de financement européen. Et on a besoin de cette économie d'échelle européenne sur les investissements en termes d'interconnexion et aussi, si je peux me permettre juste, ouais. je vois que vous... Non. Si je peux me permettre de construire aussi les groupes industriels qui, à l'échelle européenne, à la fois fondés sur les investissements que nous ferons à l'échelle européenne, pourront devenir des leaders mondiaux sur certaines infrastructures. Imaginons un rapprochement important, pas forcément une fusion, mais un rapprochement très important entre Siemens et Alstom aujourd'hui sur la question, par exemple, du tramway, qui va être quand même le transport collectif urbain, moderne, du XXIe siècle dans le monde entier. Vous en faites un leader mondial du tramway. Pas à Rennes, j'allais dire. Non, mais je veux dire, vous voyez bien ce que je veux dire. On n'est pas que sur Rennes. Oui. Donc on peut aussi, à travers nos investissements en matière de transport, non seulement répondre à des attentes de nos concitoyens, de nos entreprises, mais construire des leaders industriels mondiaux. L'ancienne ligne Paris-Rennes, c'est la future ligne. Et après, j'arrête sur le ferroutage, mais vous êtes d'accord avec... Non, mais bien sûr, le problème, c'est que vous voyez bien que moi, je suis pour le TGV jusqu'à Brest et tout ça. Bien sûr, je veux dire, ça met beaucoup trop de temps. Je veux dire, c'est pas normal. On a quand même quelques villes aujourd'hui, que ce soit Brest ou Toulouse et tout ça, qui sont quand même extrêmement mal reliés. Il faut ça. Mais il faut faire attention à ce que... Il ne faut quand même pas oublier que la stratégie de la SNCF depuis très longtemps, c'est le TGV. Très bien, c'est pratique pour tout le monde, surtout dans une eurocirconscription aussi folle, mais c'est pratique pour tout le monde. Mais ça absorbe une bonne partie des investissements possibles sur le ferroutage, sur les TER, sur l'ensemble des lignes qui ont organisé un maillage extrêmement dense de la région ouest il y a encore quelques décennies, et on a fermé des lignes et des gares et tout ça. Et ça, encore une fois, ça engorge les infrastructures. Vous avez parlé des autoroutes de la mer. Il y a des questions à ce sujet, notamment sur les infrastructures portuaires et les aides qu'elles peuvent éventuellement obtenir de l'Europe, parce que la Bretagne ne capte finalement qu'un flux extrêmement minime de ce qui circule autour de ces côtes. Comment est-ce que en Europe ou l'Europe peut aider les infrastructures portuaires bretonnes à capter une partie de ce flux? Je voudrais dire quand même que si la SNCF, en effet, n'a pas montré de prédisposition pour encourager le ferroutage, il y a des initiatives qui ont été prises par les Bretons pour faire vivre la concurrence entre la SNCF et puis d'autres opérateurs. Et je pense qu'il faut persévérer dans cette voie, car la SNCF a laissé tomber le fret ferroviaire. Et donc, tout ne viendra pas de l'Europe. Nous avons aussi des efforts à accomplir pour requalifier la France. Il est très étonnant que les navires passent au large de la France pour se donner rendez-vous aux Pays-Bas, à Rotterdam ou à Amsterdam. Donc, au-delà des apports financiers que pourrait apporter l'Europe pour moderniser les zones portuaires, nous avons aussi à faire des efforts
pour rendre nos services portuaires compétitifs. Et ça, ce n'est pas l'Europe qui le fera à notre place. Nous avons à faire évoluer les mentalités et les comportements. Nous avons des formes de corporatisme qui nous pénalisent considérablement. Comment expliquer que nos ports ne soient pas plus largement fréquentés et que tous les opérateurs du transport maritime se donnent plutôt rendez-vous aux Pays-Bas. Nous avons un vrai devoir de requalification de la France en termes de compétitivité. L'Europe ne fera pas certaines réformes structurelles à notre place. C'est nous qui devons nous adapter et devenir compétitifs. Mais ce qui me frappe, c'est la difficulté qu'on a à assurer la cohérence sur le plan européen. Tout à l'heure, on évoquait l'écotaxe. Les Allemands pratiquent l'écotaxe, moyennant quoi il y a toute une partie du trafic qui se déporte sur l'Alsace. C'est pour ça que les Alsaciens souhaitaient qu'il y ait une loi spécifique pour permettre d'appliquer l'écotaxe en Alsace, pour éviter ce détour par l'Alsace afin d'échapper à un impôt qui est mis en recouvrement en Allemagne. Moi, je pense que l'une des grandes missions qu'auront les parlementaires européens dans les 5 années qui viennent, ce sera de veiller à la cohérence et à la convergence. Faute de quoi, on assiste à des comportements totalement artificiels. Et c'est vrai que le Luxembourg est une anomalie. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que quand on a créé la zone euro pour gérer cette monnaie unique, et qu'on a mis en place le gouvernement de la zone euro, qui était l'Eurogroupe, constitué par les ministres des Finances des États membres de la zone euro, on est confié la présidence aux représentants du Luxembourg, et qui est un paradis fiscal, qui nous rappelait le matin nos obligations d'équilibre des comptes publics et qui nous faisait les poches au plan fiscal par une fiscalité très spécifique et par une pratique du secret bancaire qui assurait le statut de paradis fiscal. Alors, donc nous avons d'immenses incohérences à surmonter. Vous parlez d'incohérence, d'un devoir de convergence, et on pourrait parler d'harmonisation aussi. C'est ce qu'on va aborder aussi, puisqu'on parle de compétitivité des entreprises, d'aide aux entreprises, à l'industrie et aux services. Et j'ai demandé à David Capdeus de venir à son tour il est membre de la commission industrie et services pour poser la première question sur ce thème. Compétitivité internationale, compétitivité intra-européenne.